Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de 100%. Chose promise, chose due, je vous ai parlé de la Saint-Valentin le mois dernier avec les différents types de chocolat qu'une fille peut offrir à un garçon. Vous vous souvenez, le homemade choco, le chocolat qu'on offre à l'élu de son cœur, et le Gilly Choco, le chocolat de reconnaissance qu'on offre plus par obligation que par sentiment. Et le 14 mars, ce sera le White Day, à prononcer Howaito Day en japonais, et c'est l'occasion pour les hommes de répondre aux cadeaux offerts par les filles. Au sommaire de l'émission, il y aura la critique de Rayman Legends, Money Shot et la Minute du Geek. Mais tout bon 100% qui se respecte commence par les news. Time 21:04. Avouez, à force de voir des films durant lesquels des pandémies détruisent la Terre en quelques jours ou transforment l'humanité en zombies voraces, votre rêve secret est d'être le vecteur de la destruction de vos concitoyens, n'est-ce pas? Eh bien, Endemic Creations a entendu vos plus noirs desseins, vos plus sombres désirs. Le petit studio vous propose de propager le plus efficacement possible un virus qui viendra éradiquer toute notre espèce. Déjà 25 millions de joueurs ont tenté d'oblitérer les humains sur les versions mobiles de Plague Inc. sorties en 2012. Le jeu créé par James Vaughan, initialement comme un passe-temps, revient désormais sur Steam dans une version Evolved. En accès anticipé depuis le 20 février, le jeu propose une jouabilité revue pour répandre ses miasmes tranquillement, bien posé derrière son bureau. Pour l'instant, le jeu est stable, mais ne propose que 7 types de maladies. Le jeu dans sa version finale devrait également proposer un créateur de scénario, des maladies supplémentaires et encore d'autres éléments pour être sûr que personne n'en réchappe. Et après cela, n'oubliez pas de vous laver les mains, ce serait dommage de se choper une saleté à cause d'un clavier peu hygiénique. Damage, trays, fireballs, Sagat! Alors qu'Ultra Street Fighter 4 n'en finit plus de s'annoncer en trailer et en location test, mais qu'on attend toujours la révélation du fameux nouveau personnage de cette version, Capcom a récemment annoncé un mode de jeu assez inattendu. Dans celui-ci, il sera possible d'utiliser un combattant sous n'importe laquelle des formes que les différents épisodes de la série Street Fighter 4 ont bien voulu lui attribuer. Les joueurs de Sagat seront donc par exemple ravis d'en retrouver la version extrêmement violente du premier Street Fighter 4, tandis que Yoon gagnera tout à conserver ses propriétés de l'arcade édition avant l'équilibrage de la version 2012. Ça peut paraître un peu compliqué comme ça, et ça l'est en réalité, puisqu'il paraît totalement impensable d'obtenir un ensemble équilibré dans de telles circonstances. Qu'à cela ne tienne, ça n'a pas vraiment l'air d'être le but de ce mode de jeu, qui semble plutôt être là pour la détente, et éventuellement pour adresser une sorte de clin d'œil au Hyper Street Fighter 2 de 2003, qui proposait une fonctionnalité similaire. Si les adaptations en jeux vidéo des ténors que sont One Piece et Naruto se feraient souvent un chemin jusqu'en Europe, celles de leur papa, et par extension d'un des grands darons du shonen moderne, ont rarement eu droit à tant d'honneur. À croire que quand on suggérait au Japon d'exporter un jeu estampillé JoJo's Bizarre Adventure, il y avait toujours un responsable quelque part pour dire « Inutile, inutile, inutile » ou peut-être « Oh là, oh là, oh là, oh là, vous êtes sûr ?» Ce responsable a cependant fini par se taire, puisque JoJo's Bizarre Adventure All-Star Battle, le dernier jeu de combat adapté de la série et développé par CyberConnect 2, sortira bien en France le 25 avril prochain. Un jeu de combat en 3D qui conserve toutefois un gameplay principalement 2D et qui se propose de réunir différents personnages issus des 8 arcs narratifs du manga. Ainsi, et si sa sortie japonaise nous a déjà prouvé qu'il avait de quoi intéresser les habitués du jeu de combat, All-Star Battle pèse au moins autant par son statut de Dream Match jubilatoire pour quiconque apprécie la série. Un statut mis en valeur par une mise en scène très proche de l'œuvre originale et qu'on attendra de pouvoir juger en prenant des poses aussi extravagantes que dangereuses pour la colonne vertébrale. Le White Day a été officiellement lancé en 1980 par l'Association nationale des confiseurs, mais c'est en 1978 qu'une société basée à Fukuoka a lancé l'idée en proposant aux hommes d'offrir des marshmallows, et ils avaient appelé ça le Marshmallow Day. Après les marshmallows, les fabricants ont proposé d'offrir des chocolats blancs.
Donc voilà pourquoi ça s'appelle le White Day, même si de nos jours les cadeaux offerts sont pas forcément blancs. Dans le top 10 des idées cadeaux, on trouve aussi des bijoux, de la lingerie, des fleurs, des peluches ou encore des mouchoirs en tissu, le fameux hankachi. Et même si le cadeau en soi n'est pas blanc, l'emballage lui aura toujours quelque chose de blanc dessus. Le problème, c'est qu'on ne doit pas offrir n'importe quel cadeau. On regarde la critique de Rayman Legends et je vous explique ça. Plébiscité à l'occasion du dernier jeu top annuel par la rédaction, mais aussi par vous, spectateurs de No Life, Rayman Legends est clairement l'un des tout meilleurs jeux de plateforme de l'année 2013, et l'un des tout meilleurs jeux de 2013 tout court. Une réussite totale, à la fois artistique et ludique, qui parvenait, entre autres, à exploiter le gamepad de la Wii U mieux que Nintendo n'avait su le faire avec New Super Mario Bros. U, et à proposer les fameux défis connectés, des challenges asynchrones renouvelés chaque jour et chaque semaine. Un jeu au contenu absolument massif, auquel on ne pouvait pas reprocher grand-chose, sinon l'absence d'un scénario développé et un vague déséquilibre occasionné par le personnage de Murphy. Vous savez, ce personnage tactile capable de couper des cordes, d'activer des leviers, de chatouiller des ennemis ou de déplacer des boucliers, que l'on incarnait au doigt et avec précision sur le gamepad Wii U, mais avec un certain ennui en mode QTE sur les autres consoles équipées de manettes classiques. Sur PS4 d'ailleurs, ce petit reproche est toujours d'actualité. Ce n'est plus une gâchette que l'on utilisera pour s'ouvrir un chemin à l'aide de Murphy, mais le pavé tactile de la DualShock 4, ce qui revient au final à peu près à la même chose. Ce petit plus de la manette PS4 sert également à gratter les tickets surprises et surtout à figer l'écran pour zoomer-dézoomer, et au final prendre une photo que l'on pourra partager en live via le bouton Share. Autre spécificité de cette conversion PS4, la possibilité d'utiliser la PS Vita en mode Remote Play, ce qui permet d'éteindre ou de libérer sa télé pour poursuivre sa partie sur la portable Sony. En revanche, et on insiste sur ce point, on ne pourra pas jouer Murphy avec le pavé tactile de la DualShock 4. Le jeu propose évidemment quelques nouveautés, comme les désormais classiques costumes bonus. Sur PS4, on aura par exemple Assassin's Ray, jusque-là réservé aux joueurs ayant précommandé le jeu sur PS3, qui reprend l'accoutrement d'Edward Kenway, le héros d'Assassin's Creed 4 Black Flag. Tandis que les joueurs Xbox One auront l'opportunité d'incarner Rayvas et Farglobe, tous deux inspirés du charismatique psychopathe de Far Cry 3, et de retrouver le costume de Preco 360, soit Splinter Ray. Enfin, les joueurs PS4 comme Xbox One pourront débloquer Champion Ray en intégrant le haut du classement des défis en ligne ou en étant actifs dans la communauté Rayman Legends. Et si par hasard vous vous demandez si Snoop Dogg, ou désormais Snoop Lion, est l'un des personnages jouables de cette version next-gen, alors deux choses. Petit 1, vous avez vu cette pub anglo-saxonne surréaliste où Snoop s'improvise ambassadeur des versions PS4 et Xbox One de Rayman Legends. Petit 2, non. La réponse est non, on ne peut pas jouer Ray Snoop. Visuellement, la différence entre les versions PS3 et PS4 ne saute pas aux yeux. Il faut dire qu'à la base, Rayman Legends tournait déjà en 1080p et en 60 fps sur PS3. Pourtant, les graphismes ont encore été affinés sur les deux nouvelles consoles Sony et Microsoft. Les textures, par exemple, n'étant plus compressées, ce qui donne au jeu un aspect encore plus fin, plus précis. Mais la plus évidente des améliorations techniques est celle-ci. Alors, vous avez vu quelque chose? Non? Bah, c'est normal, il n'y avait rien à voir. Déjà très court et surtout interactif sur Wii U et compagnie, les écrans de chargement ne serviront plus de mini-arènes de combat puisqu'ils ont tout simplement disparu. Alors évidemment, si vous avez déjà le jeu sur une autre console, cette adaptation n'est clairement pas un passage obligé. D'autant que Rayman Legends ne rentre malheureusement pas dans le cadre des offres PS4 qui permettraient d'acquérir à moindre coût un jeu déjà acheté sur PS3 et qu'il n'est toujours pas possible de jouer en coop à 4 ou au Kung Fu en ligne. Mais si vous étiez jusque-là passé à côté, Rayman Legends est et reste un excellent jeu de plateforme jouable jusqu'à 4 en local, aux musiques inoubliables, dont la générosité est à mettre au crédit de la team Ubi Montpellier, chapeautée par Michel Ancel. Lors du White Day, la tradition veut que le garçon offre un cadeau d'une valeur 3 fois supérieure à celui qu'il a reçu lors de la Saint-Valentin. C'est ce qu'on appelle le Sanbai Gaishi, le triple retour. Du coup, certains hommes refusent de recevoir des chocolats lors de la Saint-Valentin, en particulier si ce sont des guilis de choco, parce qu'ils veulent pas se ruiner en cadeau de retour. Et j'en avais pas parlé le mois dernier, mais le jour de la Saint-Valentin, les filles peuvent aussi offrir des chocolats aux hommes de leur famille, en particulier à leur père. Et c'est pas rare que la valeur du chocolat offert soit calculée stratégiquement afin de recevoir un cadeau bien plus cher en retour, comme un sac de luxe dont le prix comporte plusieurs chiffres avant la virgule. En parlant de chiffres, on va parler de statistiques après Money Shot.
Bienvenue dans ce nouveau numéro de Money Shot. Cette semaine, on change des univers généralement traités dans cette émission puisqu'on parlera de How I Live Now et de Her. Kevin Macdonald est un réalisateur à la filmographie assez atypique, puisqu'il a tendance à passer d'un style à l'autre, film après film. Il s'est ainsi essayé au drame, au thriller historique, à la relecture d'une série politico-journalistique anglaise, au péplum, le tout en revenant régulièrement à ses premiers amours, le documentaire. Pour son prochain film, How I Live Now, il s'attaque à l'adaptation du roman éponyme écrit par Meg Rossoff en 2004 et qui peut s'apparenter à une espèce de Red Dawn-like puisque l'histoire reprend les rouages de films comme L'Aube rouge de John Milius et son remake ainsi que Demain quand la guerre a commencé. On y suit Daisy, incarnée par Saoirse Ronan, une adolescente new-yorkaise blasée qui passe pour la première fois ses vacances dans la campagne anglaise où elle rencontrera ses cousins qu'elle ne connaît pas encore. Entre rire, jeux et premiers émois, la jeune fille commence enfin à se sentir bien à sa place. Mais cette parenthèse enchantée va cesser suite à cette explosion nucléaire qui va plonger le monde dans la Troisième Guerre mondiale. Séparés puis envoyés dans des familles d'accueil, Daisy ainsi que sa cousine Piper n'ont plus qu'un seul objectif, retrouver le reste de leur famille. On espère que le film ne fasse pas la même erreur que Demain quand la guerre a commencé. Le long métrage de Stuart Beattie commençait pourtant plutôt bien, avec une peinture attachante de ce groupe de jeunes apprenant à vivre et à survivre ensemble, mais il se vautrait dans son dernier acte complètement improbable, où ses personnages se muaient en super soldats prêts à se battre et vaincre les envahisseurs. On imagine que ce ne sera pas le cas avec How I Live Now, vu comment Kevin Macdonald a réussi par le passé à traiter de manière réaliste et intimiste ses personnages au milieu de la grande histoire. How I Live Now sortira le 12 mars 2014. Hi. No one calls me Elizabeth, except my dad, and he's an asshole. So if you don't mind, my name's Daisy. Before the war, I thought one day the world around me would start to make sense. And I ain't need nothing else, no one else but you and I. I was looking for reasons why things happen. Who is that? Edmund. He's the oldest. I guess I was pretty naive back then. You and I, no one else, nothing else but you and I. I'm glad you came. It's better with you here. What's going on? Following the detonation of a nuclear device, all civilians are being evacuated. This is our home. We're not leaving. I want to be here with you. Girls, follow me. Wherever they take you, find a way to get back here. Promise me. You can't split us up. Daisy! We need to get away from here. I've got everything together. We're going home. Go! Come on! They're coming! Let her go! If the world doesn't end, if we can't get through this, I want to be home with you. And that's how I live now. Spike Jonze est, comme Michel Gondry, un réalisateur ayant commencé sa carrière par des clips musicaux. Il s'est fait remarquer lors de son premier essai au cinéma avec le complètement foufou dans la peau de John Malkovich en 1999. Ensuite, il enchaîna en 2002 avec le très bon Adaptation avec Nicolas Cage avant de réaliser l'adaptation visuellement superbe mais extrêmement pompeuse de Max et les Maxi-Monstres en 2009. C'est donc 5 ans plus tard que Jonze revient avec Her, son premier script original qu'il met lui-même en scène. L'histoire se déroule dans un futur proche. On y suit Théodore, un homme sensible, peut-être un peu trop, qui est inconsolable suite à une douloureuse rupture sentimentale. Plus tard, il fera l'acquisition d'un appareil électronique, une espèce de super smartphone ultra moderne dont le système d'exploitation s'adapte à son utilisateur. En mettant l'appareil sous tension, Théodore fera la connaissance de Samantha, une voix féminine représentant l'IA de l'OS. Alors que Samantha effectue ses tâches de système d'exploitation, celle-ci commence à devenir curieuse, espiègle et cherche à connaître Théodore. Commence alors une relation intime entre Théodore et Samantha.
Au cast, on retrouvera Joaquin Phoenix, Amy Adams, Rooney Mara, Olivia Wilde, Chris Pratt et Scarlett Johansson qui prête sa voix à Samantha. La bande-annonce de Her nous a séduit par son atmosphère, sa patina visuelle et aussi grâce à Joaquin Phoenix qui a l'air extrêmement touchant dans le rôle de Théodore. De plus, le film semble embrasser pas mal de thématiques très intéressantes, comme notre rapport avec la technologie et la solitude amoureuse. Espérons que Spike Jonze nous livrera une œuvre touchante de justesse et qu'il renonce au style empoulé qui avait plombé Max et les Maxi-Monstres. Mais il y a de quoi être confiant, vu les critiques très élogieuses qu'a reçu le film outre-Atlantique. On va bientôt pouvoir se faire un avis, puisque Her sortira le 19 mars 2014. Good morning, Theodore. Good morning. You have a meeting in 5 minutes. You want to try getting out of bed? Get up! You're too funny. I know you're living in my mind. Theodore, I saw in your emails that you'd gone through a breakup recently. You're kind of nosy. Am I? You'll get used to it. It's not the same as being alive. So what was it like being married? There's something that feels so good about sharing your life with somebody. How do you share your life with somebody? Telling the truth is not polite. The woman that I've been seeing, Samantha, she's an operating system. You're dating Inois? What is that like? I feel really close to her. Like when I talk to her, I feel like she's with me. I want to learn everything about everything. I want to discover myself. I want that for you too. Keep going. Keep going. Falling in love is kind of like a form of socially acceptable insanity. You're dating your computer? She's not just a computer. You always wanted to have a wife without the challenges of actually dealing with anything real. I'm glad that you found someone. I don't know what I want, ever. Am I in this because I'm not strong enough for a real relationship? Is it not a real relationship? I can feel the fear that you carry around. I wish they could help you let go of it because I don't think you'd feel so alone anymore. You're beautiful. We're only here briefly, and while I'm here, I want to allow myself joy. I've never loved anyone the way I love you. Me too. Now we know how. The Oracle's words stand as a warning. Pour finir, voici un nouveau trailer de 300, la naissance d'un empire, pour rappeler que cette suite tardive de 300 de Zack Snyder sort aujourd'hui. All of Greece will fall. Et n'oubliez pas, le cinéma n'est jamais mieux qu'au cinéma. Wooden ships can save them. Wooden ships. And a tidal wave of heroes' blood. Only the gods can defeat the Greeks. You will be a god king. For glory's sake! War! Today we will dance across the backs of dead Greeks. She has sold her soul to Death himself. She's going to bring all of hell with her. Leonidas and the brave 300 are dead. Have I not given enough for your dream of a united Greece, Themistocles? A king, a husband. Avenge him. I will attack the Greeks with my entire navy. Let it be shown, we chose to die on our feet rather than live on our knees! If death comes for me today, I'm ready. Steady your hearts, look deep
Il faut savoir que le White Day n'a pas autant de succès que la Saint-Valentin. Selon une étude datant de 2000, ouais, je sors des chiffres, attention, si 67% des interrogés répondent célébrer la Saint-Valentin, seuls 45% des sondés fêteraient le White Day. Et selon une étude de 2013, 23% des femmes qui offrent des chocolats le jour de la Saint-Valentin n'attendent rien en retour. C'est pas mal quand même, comme quoi, malgré les préjugés, les Japonais sont pas si matérialistes et chacun est libre de faire ce qu'il veut, un petit peu comme le mouvement du logiciel libre dont Pascaline va nous parler dans la Minute du Geek. À l'aube de ce qu'on appelle désormais le Web 2.0, il est des concepts qui ont pris vie avec plus d'entrain que d'autres. L'avènement des réseaux sociaux et les externalisations ouvertes ont notamment rendu déterminantes les notions de partage et de co-création dans le paysage informatique. Les échanges et interactions entre utilisateurs à l'échelle mondiale se sont multipliés et la gestion des contenus est devenue un enjeu d'importance. Pour simplifier les usages du plus grand nombre, des licences telles que les Creative Commons, le logiciel libre, ont vu le jour. La première permet à l'auteur d'autoriser à l'avance certaines utilisations selon des conditions exprimées publiquement. La deuxième laisse libre accès au code source d'un logiciel dans un but de modification ou d'extension, sans contrainte sur les droits d'auteur. Richard Stallman est l'un des fondateurs de ce mouvement du logiciel libre. Il ne doit d'ailleurs pas être confondu avec l'open source, qui est avant tout une déclinaison. De même que les gratte-ciels ou freeware désignent les logiciels gratuits, que leur code source soit à disposition ou non. Il est à noter que c'est aussi Stallman qui, en 1984, initie le projet GNU, aboutissant à la création quelques années plus tard du système d'exploitation Linux, un des emblèmes du logiciel libre, car utilisable sans restriction par tous. Il faut savoir qu'avant les années 70, à l'époque des premiers ordinateurs, c'était le matériel informatique qui générait des revenus, et non la partie logicielle qui servait juste de vitrine. L'accès au code source était donc normal, car personne n'achetait un ordinateur sans disposer d'une équipe de programmeurs. Entre professionnels et universitaires, les logiciels et codes sources s'échangeaient volontiers. Les constructeurs cédaient même le leur pour rien, jusqu'à ce que certaines lois le leur interdisent sous couvert de concurrence déloyale. Le milieu informatique étant ainsi devenu beaucoup plus fermé, il a fallu diminuer les barrières d'entrée et faciliter de nouveau la collaboration entre individus dispersés à travers le monde. Wikipédia est sans doute l'exemple de projet collaboratif le plus flagrant. Mais il s'agit là d'une source littéraire. Concernant les espaces collaboratifs de développement logiciel, on pourrait prendre comme étalon la plateforme GitHub. Celle-ci respecte à la lettre le principe d'accès libre au code source, de manière à enrichir les logiciels ainsi créés et explorer de nouvelles pistes. La coopération est à la base du système, via un réseau de communication permettant l'interaction entre tous les membres. Et malgré les procédures, normes et standards qu'il est nécessaire de suivre pour archiver, indexer et corriger les différents codes, le fait est que récupérer un projet, travailler dessus, puis proposer ses améliorations est simplifié à l'extrême. Des alternatives comme SourceForge ne sont pas en reste non plus et témoignent d'un vrai engouement pour le principe du logiciel libre dans un contexte où l'espace Internet se privatise. Et rien n'indique aujourd'hui que la tendance devrait chuter. Le 14 mars, ce sera le White Day, en réponse à la Saint-Valentin. Et si je vous disais qu'il existait une autre fête le 14 avril, et que ça s'appelle le OLNJ Day, vous me croiriez? Et ouais, c'est vrai, après que la fille ait déclaré son amour le 14 février, que le garçon ait répondu favorablement le 14 mars, et ben le 14 avril, le couple s'offre mutuellement un cadeau, orange, afin de confirmer la solidité de leur relation. Et je ne ferai pas d'émission spéciale là-dessus parce que ça va trop loin pour moi. Mais je vous dis à dans 2 semaines. Ciao!